Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation très lumineuse et exhaustive. Bonsoir Valérie Zenati. Bonsoir. Alors nous sommes ici, vous l'aurez compris, pour accueillir en la personne de Valérie, une enfant d'Oupaïs. Une voix dont la clarté et la profondeur irradient la littérature contemporaine depuis plus de 20 ans. Et à ce propos, simplement pour compléter, aller un petit peu dans le prolongement de ce qu'a évoqué Pascal, moi j'avais juste envie de revenir sur ce que cela signifie pour vous d'être, alors d'abord sur la Côte d'Azur, puisque à quelques jours du clap de début du Festival de Cannes, auquel vous étiez lié, puisqu'en 2020 vous avez fait partie du jury de l'association Clap Citizen Cannes, qui avait été créée en mai 2017, lors du 70e anniversaire du Festival international du film. Et j'aurais aimé que vous nous glissiez peut-être un petit mot en préambule. Sur le festival ou sur ma présence ici? Non, sur cette association Clap Citizen Cannes. Et puis après, on va parler de Nice, bien sûr, et de l'artistique, si vous le voulez bien. Oui. D'abord, bonsoir à tous et vraiment merci beaucoup d'être là, ici avec moi, avec nous. Et je dirais, voilà, peut-être ensuite pourquoi c'est si important d'être ici. Cette association a créé un prix qui s'appelle le prix de la citoyenneté. Et donc, c'est un prix qui est remis sur la sélection officielle du Festival de Cannes, qui a été créé par des gens formidables, en association avec Hélène Mouchard-Zay, qui vient de nous quitter, qui est la fille de Jean Zay. Jean Zay a été un très, très grand député et ministre avant-guerre, très jeune, très doué. C'est lui qui avait initié en quelque sorte le festival de Cannes, qui n'a pas pu avoir lieu à cause de la guerre, et le festival d'Avignon également. Et malheureusement, Jean Zay était juif et il a été emprisonné et puis tué par la milice. Et sa fille, Hélène, était présidente d'honneur de cette association. Donc c'est un prix qui s'intéresse au cinéma, mais par le biais d'un regard engagé, critique et engagé sur le cinéma. Et j'étais très heureuse de présider ce prix cette année-là. Et évidemment, par rapport à Nice, alors c'est éminemment riche de sens également pour vous, le fait de revenir. Oui, alors, le retour sur les lieux d'enfance, c'est un peu presque un cliché en tant qu'émotion. Mais pour moi, aujourd'hui particulièrement, c'en est une et qui déjoue les clichés, parce que dans cet endroit précis, je me tenais il y a 45 ans avec mon petit violon pour faire mes concerts de fin d'année. Je suis née à Nice, j'ai grandi ici et j'étais dans une école de musique qui s'appelait la Scola de musique, avec un professeur de violon qui a énormément compté pour moi, Monsieur Bertoni. Et donc voilà, chaque fin d'année, on avait une audition et un concert ici. Et je n'envisageais pas que... Je crois même que j'avais refoulé le nom de la salle. Et c'est quand on m'a envoyé le mail en me disant que la rencontre allait avoir lieu hors les murs, j'ai lu le nom et je suis allée voir sur Internet. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est là. Et donc, voilà, comme je le disais à quelques personnes chères en arrivant, là, j'ai l'impression d'avoir à peu près 8 ans et demi ou 9 ans. Alors, j'espère être à la hauteur des questions. Bon, c'est une première mise en abîme, en quelque sorte, autour de la surprise, le fait de vous retrouver là. Et donc, vous nous revenez aujourd'hui avec cet essai éblouissant, et je n'ai pas peur d'utiliser cet adjectif, je le dis vraiment sans flagornerie aucune. Donc, il est paru dans la collection Les Grands Mots chez Autrement. Et c'est un ouvrage qui, je dois l'avouer, m'a laissé pantoise, Valérie, bouche bée, voire totalement ébobinée. Enfin, je ne vais pas décliner maintenant tous les adjectifs relatifs à cette notion, mais très sincèrement, voilà l'effet que cela produit chez moi. Parce que si l'on s'en réfère, alors petite digression, aux définitions habituellement proposées par le petit Robert, par exemple de la surprise, donc on y découvre qu'il s'agit d'un nom féminin qui est présenté tour à tour comme une action ou attaque inopinée, surtout dans par surprise, ou l'état d'une personne surprise, l'émotion provoquée par quelque chose d'inattendu, rester muet de surprise. Alors il n'y a pas de quoi tomber à la renverse, a priori, être chaviré au point d'éprouver l'irrésistible désir de dessiner le portrait en mouvement de ce qui nous met d'abord à l'arrêt, et pourtant,
C'est bel et bien ce que vous avez fait avec ce livre qui, comme vous l'évoquez dans le prologue, commence par un étonnement, celui du sujet lui-même, Valérie. Racontez-nous cela. Oui, alors ce livre s'inscrit dans une collection qui s'appelle Les Grands Mots et où le principe est clair depuis plusieurs années. Il s'agit de proposer à des écrivains, des philosophes, des psychanalystes, de choisir un mot et un seul mot et de proposer à partir de ce mot une vision de l'existence, une vision personnelle de l'existence, de la vie ou d'un de ses aspects. Donc dans cette collection, il y a eu déjà un livre que j'avais beaucoup aimé qui est L'échec de Clairaut. C'est un livre très joyeux sur la notion d'échec. Il y a eu les débuts de Claire Marin, Nos silences de Laurence Joseph et La nuit de Michael Fessel. Et donc moi, quand on m'a proposé d'entrer dans cette collection, ça a été en soi une surprise parce que je n'avais écrit jusque-là que des romans et je ne m'attendais pas à ce qu'on me fasse cette proposition. Et j'étais très, très, très enthousiasmée par l'idée, sans avoir immédiatement le mot, enfin, sans sentir que j'avais un mot. Je sentais que j'en avais plutôt quelques dizaines. Il était en concurrence sévère avec d'autres termes. Hein. Oui, parce que quand on vous demande de choisir, c'est comme quand on vous demande de choisir le livre que vous emporteriez sur une île déserte, le film, enfin, c'est la question du choix, c'est une question très vertigineuse et que je retrouve finalement chaque fois que je vais vers un livre, chaque fois que je m'apprête à écrire un livre, j'ai ce vertige de me dire mais je peux aller partout, toutes les directions sont ouvertes, je peux aller partout. Mais ce partout est trop vaste. Donc à un moment donné, il faut que quelque chose s'enclenche et m'indique une direction. Et parfois, la direction est floue, mais je la prends quand même. Et je découvre en cours de route quel est le sujet réel de mon livre. Mais là, il fallait choisir d'abord le sujet. Et puis, un jour, par surprise, j'étais en train de rédiger une lettre pour un dossier. Et je racontais comment on avait fait appel à moi pour un très beau projet de musique et de poésie. Et j'ai écrit le mot surprise. J'ai dit que cette demande avait été pour moi une très belle surprise. Et là, dans l'instant, j'ai su que le mot surprise était mon mot. J'ai su, mais vraiment dans une rapidité inouïe, que c'est le mot qui, pour moi, définit l'existence, mon rapport à l'existence, de la naissance à la mort, en passant par toutes les étapes les plus importantes de la vie, qu'elles soient les plus dramatiques ou les plus merveilleuses. Alors ça, on va y revenir. Mais alors donc vous l'avez accueilli avec jubilation, délectation et même gourmandise, hein, j'aurais envie de dire, par rapport à cette image de fruit qui vous est venue, cette image de grenade dans du papier de soie. C'est très poétique d'ailleurs. Oui, la surprise m'était apparue comme... Voilà, j'ai vraiment eu cette image d'une grenade enveloppée dans du papier de soie. Et ensuite, j'ai émis l'hypothèse que... Moi, je suis née dans une famille juive et lors du Nouvel An juif, on mange une grenade, notamment. Et quand j'étais petite, on me disait que les grenades comportent 613 grains, comme les 613 commandements dans la Bible. Et je dis dans le livre, chaque année, lorsque j'égrène une grenade, je me promets de compter les grains, mais je ne l'ai jamais fait. Enfin, je suis jamais arrivée au bout. Je suis distraite, je pense à autre chose. Donc, je n'ai jamais compté le nombre de grains, et je pense que c'est une légende. Mais il n'en reste pas moins que la surprise m'est apparue comme ce fruit qui est assez magique, quand même. La grenade, c'est ces grains qui sont à la fois collés, qu'il faut détacher. Il y a l'idée de l'union, de la singularité. Enfin, il y a beaucoup de choses pour moi qui se relient à ça. C'est comme en fait, pour moi, la grenade, c'est une surprise. Puis elle peut exploser. On peut la dégoupiller. On peut la dégoupiller. Il y a une explosion qui est associée à ce fruit, et qui peut être une explosion de joie ou
de terreur. Et ça, je l'ai compris après coup, mais c'est la première image qui a surgi. Et d'ailleurs, à propos d'explosion, alors, autre constat, la surprise est incontestablement sonore, comme vous l'avez appris via le philosophe François Noudelman. Alors, pour moi, elle est sonore dans le sens où En fait, donc la surprise, vous l'avez dit, quand on ouvre le dictionnaire, enfin, on a déjà des pistes intéressantes parce que moi, j'ai bien senti que le mot pouvait laisser un peu presque indifférent comme sujet de réflexion. Parce qu'on se dit, bon, une surprise, c'est un anniversaire surprise, un cadeau, et pas de quoi en faire un livre. Or, au contraire, dans la surprise, il y a déjà quelque chose qui n'est pas présent dans les autres émotions, parce que dans les classements des émotions qui ont été faits à différentes reprises, on trouve la joie, la tristesse, la colère, la honte, le ressentiment. Ce sont des émotions qui sont univoques. Voilà, elles sont du côté du bon ou du mauvais, on va dire. Enfin, en tout cas, elles nous évoquent. Voilà, la joie nous évoque quelque chose de total, de bon. La tristesse est aussi univoque. Or, la surprise de toutes ces émotions, c'est le seul mot qui peut vraiment être, comme vous l'avez dit, être pris par surprise, une attaque surprise. C'est absolument épouvantable. C'est une arme de guerre. La surprise peut être une arme de guerre. Et elle peut être aussi divine. on va s'approcher pas à pas de son noyau, vraiment. Et donc, sur le côté sonore, oui. Il me semble que lorsqu'on est dans un état de surprise, même lorsque, pour plusieurs raisons, on ne peut pas crier de joie ou de terreur, il y a une résonance intérieure qui est extrêmement forte, une déflagration. Voilà, je dis que c'est toujours une déflagration, même lorsqu'on maîtrise notre réaction. Et d'ailleurs, vous la ressentez physiquement. Hein. Chez vous, ça se traduit sous la forme, je ne sais pas ce qui se passe pour les personnes présentes dans le public lorsqu'elles sont sous l'effet de la surprise, mais chez vous, ça se manifeste. Il y a un personnage lilliputien qui vous apparaît. Oui. Je pense que quand on écrit, et pas uniquement lorsqu'on écrit, mais on a beaucoup d'images intérieures. Je pense que j'écris à partir de ces images-là. Et ces images sont faites de souvenirs. Mais enfin, on en a tous. Hein. À part les personnes, je crois qu'il y a 5% de la population, je crois, qui est aphantasique. Les aphantasiques, ce sont les gens qui ne peuvent pas se représenter mentalement les choses. Lorsqu'ils lisent un livre, ils ne voient pas d'image. Lorsqu'ils cherchent leurs clés, ils ne peuvent pas refaire mentalement le chemin dans l'appartement. Donc il y a quelques pourcents de la population aphantasique. J'adore ce mot. C'est très beau. C'est beau, oui. Je vous remercie de l'avoir prononcé parce que je vais le noter précieusement. Oui. Voilà, ils sont aphantasiques. Alors voilà, je ne le suis pas et au contraire, j'ai beaucoup d'images intérieures qui sont faites de souvenirs, de rêveries, de tout ce que de tout ce qui est de tout ce qu'une sensibilité peut intégrer comme émotion et transformer en image intérieure. Et donc j'ai ce petit personnage effectivement qu'on retrouve peut-être à un endroit dans le livre, qui réagit en cas de surprise et qui peut être à l'arrêt, qui peut bondir de joie, même quand je reste très bien élevée, que je me mets pas à sauter comme une enfant. Alors, est-ce que cette scène intérieure, vous la viviez souvent? Parce que c'est vrai que dans le postulat de départ, quand on commence à vous esquisser ce portrait de la surprise en marche, vous vous posez tout d'abord la question quant au fait de savoir si c'est un état permanent, la surprise. Parce que finalement, est-ce qu'elle n'est pas, eu égard à l'actualité, peu ou pro assimilée à un état quasi permanent, si ce n'est permanent? Alors, quand j'ai commencé à arpenter la question de la surprise, j'ai senti qu'elle nous concernait tous, parce qu'elle est à la fois très intime. Donc, on a tous en tête des surprises qui nous ont donné le sentiment que nos vies basculaient, qu'il y avait un avant et un après. C'est ça la surprise. Hein. Je dis,
elle fend le temps en deux, et parfois le cœur aussi. Mais ce sont ces moments où on se dit, plus rien ne sera comme avant. Et ça, c'est un effet du temps qui est très propre à la surprise. Et donc, elle est intime, mais j'ai su aussi très vite qu'elle était aussi politique, dans le sens où elle nous concerne tous. Elle est collective. On a vécu depuis le début du siècle, et même avant, des grandes surprises collectives. Et le siècle a commencé pour beaucoup le 11 septembre 2001 avec les attentats à New York, et la sidération de voir ces avions s'encastrer dans les tours, l'effondrement des tours, et cette fascination aussi qu'on a pu avoir, parce qu'on n'en revenait pas, hein, on ne revient pas de la surprise, ou pas si vite. Mais surtout, depuis, les choses se sont accélérées, non pas en termes de surprise forcément, mais de moyens de communication qui sont les nôtres aujourd'hui et qui font que on peut chaque jour être atteint par des nouvelles qui ont lieu, d'événements qui ont lieu à des milliers de kilomètres de nous et qui viennent nous percuter par une alerte sur notre téléphone. Et donc, on a le sentiment, en tout cas dans les actualités, que la surprise est devenue un état permanent. Qu'est-ce que Trump a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui nous arrive? Quelle guerre éclate? Ça ne veut pas dire que la surprise est plus présente aujourd'hui objectivement, mais elle nous atteint beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, on est surinformé et en temps réel. De part, c'est la répétition, on est comme dans une forme d'anesthésie, oui. En quelque sorte. Oui, oui. Sans un mécanisme mental de défense. Ah oui. Sans compter que ça a été... la surprise a été théorisée par un des conseillers de Donald Trump, Steve Bannon, comme méthode pour anesthésier les foules. Il parle d'inonder la zone et donc de matraquer des déclarations ahurissantes, des prises de position qui seront oubliées le lendemain ou le surlendemain, mais qui font que les foules sont tellement sidérées ou choquées ou hébétées que personne ne sait quelle opposition mettre en route ou quelle action mettre en route face à ça. Donc ça a vraiment été théorisé. Et puis ce qui est surprenant aussi par rapport à la surprise, c'est de constater à quel point, ça vous l'écrivez aussi, elle est incroyablement difficile à restituer en littérature, alors que les livres sont le lieu même de la surprise. Donc vous citez Duras ou la Bible, mais finalement, c'est vrai que peu sont les auteurs qui ont réussi à en appréhender les contours. Donc il était important que vous le fassiez. Oui, alors je pense qu'elle est présente partout, mais elle est peu théorisée. Elle est quand même beaucoup chez un philosophe qui m'accompagne et qui est Vladimir Jankélévitch, oui. Philosophe du temps. Et il parle quand même de la notion de surprise. Il n'a pas consacré de livre à la surprise. Mais à ces moments où le temps nous ébranle, oui. Et donc voilà, je pense pas avoir inventé la réflexion sur la surprise, mais je l'ai prise. J'ai pris la surprise, on va dire, avec mes outils, mes moyens, ma réflexion. Et il m'est apparu très vite aussi qu'elle guidait, et ça les philosophes grecs le disaient aussi déjà, c'est le plaisir de l'étonnement qui donne envie d'apprendre. L'étonnement, c'est de la surprise. Et donc, c'est ce plaisir-là aussi qui va attirer un enfant vers un livre, vers un film, qui nous emmène au cinéma, qui nous emmène au théâtre. On est là, voilà, quand on s'installe dans une salle, qu'est-ce qui va se passer ? On a envie d'être surpris. Et quand on dit d'un spectacle ou d'un film qu'il est sans surprise, en général, c'est mauvais signe. Ça veut dire que rien n'est venu nous saisir à un endroit où on a eu le sentiment de découvrir quelque chose, d'être en contact avec quelque chose de très neuf et très vivant. Et c'est ça qu'on recherche dans toutes les formes d'art, quand on va dans un concert, quand on va... Mais bon, après, le rapport à la surprise est très différent selon les personnes, parce qu'il y a des gens qui
aime envisager et qui aime, en quelque sorte, savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais vous-même, quand vous attelez à l'écriture d'un livre, en tant qu'autrice, vous intégrez cette possibilité d'être traversée par la surprise. Alors non seulement je l'intègre, mais j'ai compris au fil du temps, puisque j'écris maintenant, je publie depuis, cette année, ça va faire 27 ans que j'ai publié mon tout premier livre pour la jeunesse. Et j'ai compris au fil du temps, donc, que je ne peux pas savoir d'emblée où un livre va me conduire. Et je ne peux pas connaître mon sujet, je ne peux pas faire de plan, je ne peux pas être très organisée lorsque j'écris. Parce que si je le suis, j'ai le sentiment d'être enfermée, j'ai le sentiment de devoir répondre à quelque chose que... Non, c'est pas forcément répondre à une injonction, mais j'ai l'impression, si je suis très organisée, de devoir appliquer un plan et donc d'écrire sur ce que j'ai déjà compris. Or, pour maintenir un rapport vivant à l'écriture, pour sentir vraiment les pulsations de ce qui va animer mes personnages, pour sentir le souffle, pour sentir qu'il y a quelque chose qui palpite dans le livre, j'ai besoin que ça palpite pour moi et j'ai besoin d'être un peu tenue en haleine moi-même. Et donc, lorsque j'écris, comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours une direction. Donc une direction, ça peut être un personnage qui prononce une phrase dans ma tête, ça peut être un lieu ou une idée en apparence, l'idée d'écrire sur quelque chose. Mais en cours de route, ça se produit systématiquement, mais c'est pas quelque chose que je provoque. Il y a une embardée. Il y a une embardée. Le vent tourne, je bifurque, j'écris quelque chose qui me surprend moi-même. Et là, je sens que c'est en route, que je suis lancée dans un livre qui sera, voilà, dont moi, je ne peux pas préjuger de la qualité, mais qui a une importance pour moi, parce qu'il est en train de me révéler quelque chose. Alors, si vous le permettez, Valérie, on va faire non pas une embardée, mais un premier intermède, puisque là, jusqu'à présent, on a évoqué ces surprises qui déboulent, qui débarquent, qui surgissent en fanfare de façon bruyante et très remarquée. On va se pencher sur les petites surprises, et je vais m'en emparer, Valérie. Alors ça c'est intitulé justement Intermède 1, les petites. Ce sera un texto que l'on guette, mais qui est tout de même une surprise lorsqu'il arrive. Voyons-nous, revoyons-nous, je pense à toi. Demain 10h, j'embrase. Pardon, je voulais écrire je t'embrasse. Le correcteur a fait des siennes. Vos résultats d'analyse sont disponibles sur notre site. Munissez-vous de votre mot de passe pour vous connecter. Vous avez un message de Parcoursup. Connectez-vous à votre compte. Votre dossier a été sélectionné. Sursaut, frisson, sourire, tressaillement, comme au premier bain de mer après des mois d'hiver. Nous avions oublié la caresse aquatique. Nous la connaissons pourtant. Ce n'est pas la première fois. Mais entre-temps, il y a eu des sensations assourdies par le froid qui nous envahissait, contre lequel nous luttions. La pluie est tombée presque sans discontinuer. Et déjà, avant de retrouver le contact de l'eau salée sur la peau, il y a eu l'étonnement face au ciel bleu, au soleil qui brillait. Tiens, c'est encore possible. C'est une photo sur laquelle on s'aperçoit que l'on a vraiment pris de l'âge ou que l'on n'est pas si mal finalement. C'est un téléphone qui sonne en pleine nuit. Et quelqu'un qui s'excuse d'avoir fait une erreur. Mais cela arrive moins souvent depuis que les numéros de téléphone sont enregistrés et que l'on ne les compose plus. C'est l'étonnement que le cours d'histoire soit déjà fini. On n'a pas vu le temps passer, alors que le cours de maths qui précédait durait lui aussi 50 minutes nous a paru si long. C'est un billet de 50 francs trouvé sur la promenade des Anglais.
Un soir de carnaval, quelques jours après avoir roulé pour la première fois à vélo sans les petits trous et après avoir éprouvé la liberté de filer vite et loin grâce à quelques coups de pédale parfaitement en équilibre. C'est la générosité d'une inconnue tendant les 2 € qui me manquaient à la caisse. Le paysage qui se dévoile au sommet d'une montagne après une ascension de 6 heures, la gaieté de comprendre ce qui nous résistait. Un goût nouveau qui ravit notre palais, la cavalière d'argent qui surgit de la scène un soir de pluie, la cantatrice qui tient la note pendant de longues secondes, claire, vibrante, céleste. Nous dirons plus tard que nous étions émerveillés, mais sur le moment, nous ne disons rien, nous le sommes. Contrairement aux surprises qui ont pour satellite la stupeur, la sidération, l'effroi, l'extase, la joie pure. Ces surprises discrètes ne donnent pas le sentiment que tout bascule, mais elles sont des sursauts, des frémissements. Elles méritent d'être citées plus qu'on ne le croit. Et je devine qu'elles n'ont pas dit leur dernier mot. Donc c'était pour aussi vous donner à écouter un peu de l'écriture de Valérie pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Avec plaisir, Valérie. Mais alors, qu'est-ce que cela dit? Oui, justement, que ces petites surprises, finalement, la surprise est partout. Il ne faut pas la négliger. Elle peut être partout. Il ne faut pas se méprendre, parce que j'ai découvert aussi en écrivant le livre que si elle était partout tout le temps, on vivrait totalement affolé. Et on ne pourrait pas, on ne pourrait rien construire, on ne pourrait pas prendre des décisions et des engagements qui demandent une énergie au long cours. Donc, il ne faut pas penser... Enfin, quand je dis que la surprise est présente dans nos vies, et qu'elle est pour moi en tant que sujet de réflexion, c'est justement parce qu'il y a ces moments où on peut avoir besoin de calme. Si on a vécu, je ne sais pas, un voyage plein de surprises ou une soirée. On est heureux aussi de retrouver un cours plus lent, de retrouver du familier, de retrouver quelque chose qui nous donne le sentiment qu'on peut un peu arrêter le temps et retrouver ses esprits, parce qu'il y a quelque chose d'affolant dans la surprise. Et sur les petites, elles se sont invitées au début du livre, parce que j'ai commencé à penser aux grandes surprises de la vie, de la naissance et de la mort et du coup de foudre et des drames collectifs et des merveilleuses nouvelles qui font qu'on bascule de l'ombre à la lumière en quelques secondes. Mais il me semble que pour ce qui est des petites, ce qu'elles indiquent quand même, c'est justement tous les frémissements qui font que nous sommes vivants et qu'on l'éprouve. Parce qu'on l'est, bien sûr, mais éprouver le fait d'être vivant, c'est pas forcément un état permanent et c'est pas non plus... Voilà, ça peut aussi échapper à certaines personnes. Et ça, pour moi, la surprise dans ce sens-là, elle est sensible, elle est sensorielle, et c'est tout le contraire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur... la façon qu'ont les gens de scroller, comme on dit, sur les réseaux sociaux, qui vous proposent des vidéos où il se passe des choses, entre guillemets, étonnantes. Mais le fait que ce soit sur un écran, tout a le même format, tout est aplati par l'écran, finalement, toutes ces choses qui sont peut-être même très belles, hein, même des émerveillements naturels, je ne sais pas moi, un pan qui fait la roue, c'est magnifique. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait des pans, alors je ne sais pas si c'était à Cimiez, mais quand je voyais un pan faire la roue, je trouvais ça merveilleux. Mais si je le vois sur un écran de téléphone, après avoir vu, je ne sais pas, un vol de cigogne et un chat qui joue avec une pelote, je ne vais pas ressentir cet effet de surprise que j'ai lorsque j'ai lorsque je vois un pan qui là est réellement là. Et donc, à travers les petites, j'ai voulu essayer de faire éprouver ces frémissements très sensoriels. Ça commence par le premier bain
de mère qui, pour moi, reste toujours une surprise après l'hiver. Quand je retrouve la mer, et le premier bain de mer, c'est un moment de grâce parce qu'il y a eu de l'oubli. Et ce renouveau, c'est une forme de rappel qui est un cadeau. C'est Aristote qui nous pousse vers l'apprentissage, qui parle de l'étonnement et de l'émerveillement. Et j'avais envie, à propos de l'effet de surprise, que l'on évoque un souvenir cher à votre cœur, cette histoire très touchante avec votre grand-mère, Ramsa, c'est ça? Oui, ça veut dire la 5e. Vous ne saviez pas que je connaissais son prénom, qui ne supportait pas la... Alors racontez-nous cette histoire, je préfère que ce soit vous qui la délivriez. Alors à un moment donné, je me suis interrogée sur l'effet de surprise. Je me suis dit, mais est-ce que c'est une valeur ajoutée, le fait qu'un événement, un moment qui peut être annoncé, le fait d'en faire une surprise, qu'est-ce que ça raconte? Et donc, en effet, je raconte ces années où... Donc, moi, j'ai grandi ici. Ma grand-mère n'a jamais quitté Nice. Elle est morte à Nice. Et elle habitait en haut, au-dessus de la place de la Libération. Et puis, elle avait sa vie de vieille dame qui sortait peu, qui avait vraiment une routine, un quotidien très... très rythmé par les mêmes événements, peu ou prou. Et quand on est parti de Nice, mes parents, ma sœur, moi, mes cousins, et c'est vrai que quand on revenait, on a pris l'habitude, à un moment donné, de lui faire la surprise. Et voilà, on disait, on lui fait la surprise, et donc on débarquait comme ça, et on préparait ça. Très souvent, on l'appelait la veille, on lui disait alors, comment ça va, et tout, ou le matin même, et puis on lui disait, j'espère venir dans l'été prochain, dans 3 mois, et tout à coup, on débarquait, on frappait à la porte, on débarquait. Et ce moment où elle s'agitait, où elle ouvrait la porte, où elle s'exclamait, où elle avait cette joie de nous voir surgir, pour nous, c'était un vrai plaisir, mais je sentais que on le faisait parce que les départs étaient très douloureux. Et que les départs étaient vraiment des arrachements pour elle. En tout cas, elle avait beaucoup de mal à se séparer. Et je crois qu'inconsciemment, on avait besoin que l'arrivée soit le pendant de cet arrachement-là. Donc, l'arrivée n'était pas annoncée pour qu'il y ait une explosion de joie avant d'avoir immanquablement, quand on partait, une explosion de larmes, de tristesse. Donc je pense que c'était qu'on avait besoin de la surprise pour créer un effet de balancier et lui dire on te refera la surprise. Alors que la surprise a ceci de paradoxal que justement on ne peut pas elle ne s'annonce pas. La vouloir. Mais on donnait un espoir un peu vague. Et puis elle place aussi, alors on parlait de ce qu'elle peut avoir recelé de douloureux, c'est vrai qu'elle place le destinataire dans un état de vulnérabilité qu'il accepte. Et puis à cet égard, il y a une phrase que vous avez serinée, entre guillemets, pardon, à vos enfants, et qui m'a beaucoup touchée. Et ce, dès leur 3e anniversaire, vous leur disiez « Rien ne se passe jamais tel qu'on l'espère ou qu'on le redoute », ce qui n'empêche pas de mettre en œuvre des projets. Oui. Alors donc vous espériez quand même, malgré tout, les préparer un peu à l'inattendu. Oui, parce que la réflexion sur la surprise, c'est vraiment une réflexion sur le temps et notre façon d'envisager le temps. Donc, encore une fois, il y a des gens qui aiment l'organiser, et de toute façon, il faut organiser un peu le temps a priori, pour étudier, pour travailler, pour vivre, en être responsable et autonome. Mais qu'on l'aime ou pas, on y reviendra peut-être, l'inattendu est là. Il nous guette, et par définition, on ne sait pas. Et donc, je crois que j'ai senti à un moment donné que les enfants, par exemple, notamment sur l'anniversaire, ils
ils projettent énormément de choses, les anniversaires, surtout depuis quelques années. Moi, quand j'étais petite, on fêtait nos anniversaires en famille, voilà, on soufflait nos bougies. Depuis quelques années, les enfants fêtent leurs anniversaires avec leurs copains. Et puis, voilà, ils en font une fête. Il y a parfois des animateurs, des jeux. Enfin, c'est un très gros investissement. Et peut-être trop. Enfin, trop dans le sens où on a le sentiment que l'anniversaire devient vraiment ce jour où tout doit se passer merveilleusement, comme, voilà, comme dans un rêve, comme dans un conte. C'est un peu les termes qui reviennent. Et j'ai senti qu'il fallait, non pas préparer à la déception, mais au fait que entre ce que l'on projette et ce qui arrive, il y a un écart. Et que c'est notre façon de vivre avec cet écart qui va faire notre force à certains moments et notre faiblesse à d'autres. D'autant que, comme l'a énoncé Jean Kelevitch, on a beau avoir été vraiment préparés, nous pouvons être prévenus, nous n'en sommes pas moins désorientés pour autant. Oui, exactement. Oui, c'est parce que c'est la vérité de l'instant. La vérité de l'instant, c'est pas... Voilà, si ces mots existent et ont déjà été prononcés bien avant moi, c'est parce que personne n'a le pouvoir de déterminer l'avenir réellement. Et alors, d'influer, d'agir, oui, mais il y a toujours quelque chose qui sera et qui peut être plus grand que nous. Et donc la vérité de l'instant, et c'est peut-être pour ça que le livre est sous-titré « Une innocence renouvelée ». La vérité de l'instant, c'est justement ces moments où on est saisi par quelque chose qu'on n'envisageait pas du tout et qui nous donne le sentiment d'être presque d'être nu et effectivement désorienté, de ne pas avoir les mots. La surprise nous laisse sans voix. Pourquoi on n'a pas les mots? Alors que là, moi, la plupart du temps, et je dis que j'écris sur ce qui me laisse sans voix. Là, je parle, je m'exprime sur quelque chose que j'ai fait. Mais il y a énormément de moments... la plupart du temps, dans ma vie, je ne trouve pas les mots et je reste sans voix. Je reste sans voix alors que je possède le langage, mais dans l'instant où quelque chose d'inenvisageable se produit, j'en perds pas seulement mon latin, mais mon français. Et donc, c'est cet état de vulnérabilité, d'innocence, où tout ce qu'on a appris ne sert à rien sur le moment, parce que la nouveauté absolue est là. Et donc, c'est ça aussi que Jean Kelevitch dit, voilà, on a beau avoir été prévenu, il y a quand même des moments qui nous dépassent. Et puis vous abordez aussi dans la surprise l'état de non-surprise, donc que vous développez. Alors là, on va faire un deuxième intermède 2 qui est intitulé « Imagine tout connaître ». Là, j'aimerais que ce soit vous, Valérie. Oui, merci. Oui, parce que alors le temps passe vite, donc je ne sais pas à quel point on aura le temps de développer ceux qui n'aiment pas la surprise, mais bon, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Oui. Et je me suis interrogée sur ce désir qu'on peut avoir parfois justement de connaître l'avenir et donc de ne pas avoir de surprise. Et donc l'intermède 2 s'appelle Imagine. Voilà, ceux qui veulent peuvent le chanter sur l'air d'une célèbre chanson, mais moi je l'ai écrit. Imagine tout savoir d'avance. Imagine que l'on dévoile ta vie devant tes yeux, les pistes de poussière, les portions d'autoroute goudronnées, les traversées du désert, les chemins buissonniers, les oasis, les éboulements. Imagine que l'on te présente tous ceux que tu connaîtras, qui t'aimeront ou te blesseront, parfois les deux à la fois, dans le même corps, l'homme que tu chériras, la femme que tu adoreras, celui ou celle dont la présence, quelques années plus tard, sera peut-être synonyme de poids et d'étouffement. Imagine que tu le saches d'emblée, qui signifie étymologiquement « voler dans ». Imagine que tu puisses donc survoler tes ascensions et tes chutes, la somme de tes échecs et le falot de tes réussites. Imagine avoir la date de tous tes deuils, tous tes chagrins, toutes tes joies. Imagine avoir le plan des appartements où tu vivras,
les photos des paysages que tu fouleras. Imagine connaître dans les moindres détails les symptômes des maladies que ton corps contractera et leur issue. Imagine un avenir tout tracé. Imagine avoir toutes les cartes en main et connaître le jeu de tes partenaires ou adversaires et voir déjà inscrits les prénoms des gagnants et des perdants. Imagine un pari où l'on gagne à tous les coups. Imagine avoir l'image certaine de la fin de l'histoire quand elle ne fait que commencer. Imagine vivre dans un jour sans fin. Imagine connaître tous tes enfants avant qu'ils naissent, leur destinée dans les moindres détails, leurs forces, leurs failles et peut-être leurs trahisons. Imagine avoir la combinaison de chaque hasard, la formule de la moindre coïncidence. Imagine un calendrier où les 1000 ans à venir seraient détaillés jour par jour, heure par heure, événement par événement. Imagine que tu saurais tout et n'aurais pas le choix. Imagine que le spectacle de ta vie soit sans surprise, comme on le dit d'un film, d'un livre ou d'une pièce de théâtre dans laquelle on s'est ennuyé de bout en bout. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a tellement d'être... Qui a envie de ça? Qui a envie de ça? Voilà, il y a une petite voix intérieure là qui supplie d'arrêter, évidemment. Oui. Et puis c'est vrai que vis-à-vis de la surprise, donc bon, on va pas avoir le temps de tout décortiquer par le menu détail, mais c'est absolument captivant. Le livre existe, mais en tout cas vous passez en revue et ça en devient hilarant même par moments, vous tragicomique, parce qu'il y a les blasés, il y a les négationnistes, les croyants, les opposants pacifistes. Les opposants pacifistes. Est-ce que vous pourriez quand même développer un petit peu, et puis les complotistes aussi. Oui. J'aimerais que vous développiez un petit peu, pour lesquels vous avez plus ou moins de tendresse, ou pas du tout en fait. Alors, merci d'aborder cette partie qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'à un moment donné, en explorant donc la surprise, en interrogeant des gens, il y a des témoignages, il y a des souvenirs, et toute cette exploration. Donc, il y a des moments où j'aime bien aussi... regarder les choses de l'extérieur. Et donc, il y a un moment où je dis, mais il faut, à ce stade du livre, on pourrait croire que je suis une radicalisée de la surprise, une fichée S comme surprise. Et donc, voilà, quelqu'un qui ne jure que par ça. Et il me semble important pour montrer, intéressant, pour montrer l'importance justement d'une idée ou d'une hypothèse, c'est de voir ce qui se passe lorsque cette chose-là n'existe pas, lorsqu'elle n'a pas lieu, lorsqu'on la refuse. Et donc, il y a toute une partie intitulée « La surprise », avec le « A » privatif, donc la négation de la surprise. Et dans cette partie-là, et qui m'importe énormément, j'ai établi 5 catégories. Alors, la première, ce sont les opposants pacifistes. Les opposants pacifistes, ce sont les gens que j'ai déjà un petit peu évoqués, qui vous disent « Ah non, moi je n'aime pas les surprises. Alors, j'aime bien en faire, mais ils n'aiment pas qu'on leur en fasse. Et ils n'aiment pas être désorientés. Ils n'aiment pas être même un tout petit peu déviés. C'est-à-dire, ce sont les gens qui sont en général très organisés, très méticuleux, très ordonnés. C'est-à-dire, si vous surgissez chez eux, vous passez, vous leur faites la surprise et que la vaisselle n'est pas faite, ça les rend malades. Parce que normalement, quand ils invitent, la vaisselle est faite. Si vous passez à l'improviste pour dîner, là aussi, ils vont être désarçonnés et qu'ils n'ont pas préparé grand-chose, ils auront du mal à improviser. Et ce sont les gens qui ont besoin d'une partition pour jouer. Et pour le coup, j'en fais partie, parce que j'ai beaucoup de mal à improviser. Donc, je les comprends. Et ils me touchent. Ils organisent leurs vacances. Ils ne partent pas à l'aventure. Quand ils partent en vacances, tout est organisé de bout en bout, les transports, ce qu'ils vont faire le premier jour, le deuxième jour, etc. Puis il y a ceux qui au contraire préfèrent l'aventure. Ça, ce sont les opposants pacifistes pour lesquels j'ai beaucoup de tendresse. Ensuite, la deuxième catégorie, où vraiment je pense que je me suis vengée de quelques personnes, là j'ai pas de tendresse, c'est plutôt de l'agacement, ce sont les blasés. Les blasés, ce sont ceux qui refusent la surprise pour eux-mêmes, mais qui la refusent aussi aux autres.
Et donc, c'est ces personnes qui, lorsque vous allez leur dire que vous avez tout à coup, je sais pas moi, imaginons, voilà, vous avez 50 ans et vous n'avez jamais lu L'étranger de Camus, ce qui est tout à fait possible. Enfin, je veux dire, on peut avoir lu plein de choses ou ne pas avoir lu, d'ailleurs, peu importe. Vous arrivez, vous dites, oh là là, mais j'ai lu un livre incroyable, c'est L'étranger et tout. Et vous venez de le lire et pour vous, c'est une découverte à ce moment-là. Et ce sont des personnes qui vont dire, ah bon, mais tu l'avais pas lu, et qui vont d'emblée, et qui vont immédiatement vous vider de votre enthousiasme par par un air un peu condescendant, un peu justement blasé. Et donc eux-mêmes, en général, alors pour moi, ce sont des gens qui ont un problème avec l'enfance, parce que dans l'émerveillement, il y a quelque chose de l'enfance, a priori, qui subsiste en nous. L'émerveillement, c'est un rapport au monde qui dit, oui, je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas tout vu et je ne peux pas dire à partir de là, rien ne m'étonne, rien ne m'énerve. Donc, c'est un contact avec l'enfance. Et pour moi, ces personnes-là ont un problème avec l'enfance, sont un peu déconnectées, ne veulent pas avoir de contact avec ces émotions-là. Et donc, elles répriment en elles tout émerveillement, mais aussi chez les autres. Ou je ne sais pas, moi, je me souviens la première fois que je suis allée à New York, je découvrais l'Amérique. Alors, je n'étais pas la première, je n'étais pas Christophe Colomb, mais le fait d'arriver à New York et de reconnaître à chaque coin de rue des lieux qui m'étaient tellement familiers par le cinéma. Et là, tout à coup, j'y étais. C'est un enthousiasme que j'ai eu besoin de partager. Et si on m'avait dit, ah ben oui, évidemment, tu savais pas que ça a été tourné là, ça enlève quelque chose. Donc voilà, il y a les blasés, et puis ensuite, les croyants, les complotistes, les négationnistes et les désespérés. Donc on va des nuances les plus douces aux nuances les plus terribles, parce que les désespérés, et là je cite un philosophe qui m'est aussi cher, c'est Jean Améry. Quand les gens sont vraiment désespérés, là pour le coup ils n'attendent plus rien, et si même une bonne surprise arrive, je cite aussi Aaron Appelfeld, que je traduis, et qui raconte dans le dernier livre que j'ai traduit, le moment où la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, et il était dans un wagon, son héros, dans un wagon qui a été ouvert, et il a un camarade de douleur qui regarde le paysage, il comprend que la guerre est finie, et il retourne dans le wagon en disant c'est bien beau tout ça, mais c'est trop tard. Et il y a toute une réflexion philosophique de Jean Améry là-dessus, sur des états si désespérés, où les gens sont allés au-delà du désespoir, et où même ce qui devrait les réjouir ne réjouit plus. Donc ça indique quand même l'importance de la surprise en tant que, comment dire, je sais pas, que prisme ou que moyen de considérer la vie et notre aptitude à vivre. À propos de vie, alors justement, accepter la surprise, c'est aussi accepter de se laisser traverser, métamorphoser au sens kafkaïen du terme par de bien belles émotions, parce que vous abordez la surprise de l'amitié, celle de l'amour, mais il y a quand même cette surprise fondatrice, initiale, qui vous a été finalement révélée par votre maman. Oui, la surprise de la naissance. Oui, oui. On n'a pas le souvenir. Oui. Alors, j'ai interrogé quelques personnes par surprise en écrivant ce livre. Voilà, je disais, est-ce que je peux te poser 2 questions ? Est-ce que tu peux me raconter 2 grandes surprises de ta vie personnelle et de ta vie professionnelle ? Et j'ai interrogé aussi ma mère, qui s'est affolée, parce que quand je lui posais une question, je pense qu'elle voulait donner une bonne réponse, alors qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et puis ce qui a surgi, c'est ma naissance. Et là, ça m'a ramenée à la raison, l'une des raisons profondes pour lesquelles
j'ai commencé à écrire, c'est que enfant, je n'acceptais pas de ne pas avoir de souvenir de ma naissance. Parce que d'ailleurs, voilà, elle me dit c'est ta naissance. Mais ma naissance, c'est un événement qui me... Enfin, en fait, elle se souvient de son accouchement, j'allais dire. Ou plus que, enfin, elle se souvenait de mon accouchement, de son accouchement plus que de ma naissance. C'est-à-dire que personne ne sait et ne peut se mettre à la place du nouveau-né qui arrive au monde. Et en revenant à cette révolte que je pouvais avoir enfant, quand je me disais mais elle se souvient de ce moment et moi je ne m'en souviens pas, alors que j'étais la première concernée. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé à écrire, pour noter tout ce qui m'arrivait en me disant voilà, j'ai oublié ma naissance, j'ai oublié les premières années de ma vie. À partir de maintenant, je vais tout noter, je n'oublierai rien. Ce qui était évidemment voué à l'échec. Et je racontais dans une émission de radio il n'y a pas longtemps, quand j'ai commencé à écrire, donc je notais tout. Et j'ai un tout petit carnet où on est parti en vacances en Savoie avec mes parents, donc en train. Donc on quitte Nice. Et donc je marque 7h05... Antibes, 7h10, 7h12, Cannes, 7h23, Fréjus. Et j'ai vraiment ce carnet de psychopathe où j'écris vraiment les lieux et l'heure. Mais au fond de moi, donc je venais juste d'apprendre à écrire, tout juste d'apprendre à écrire, au fond de moi, je crois que ce qui m'animait, c'était cette conscience-là qu'il y a le ici et maintenant. Alors, je ne pouvais pas le formuler comme ça, mais c'est ici et maintenant. Et ici et maintenant, c'est irremplaçable. Donc, c'est de la nouveauté, c'est de la surprise. Et oui, elle m'a... elle et d'autres personnes que j'interrogeais m'ont ramené à la naissance et au fait que c'est probablement la première surprise de notre vie, c'est ce moment où on sort au monde et où on est surpris, c'est-à-dire pris au-delà de nous-mêmes. C'est sans doute, enfin c'est une hypothèse, je ne peux pas le prouver et personne ne peut le prouver, mais c'est sans doute notre premier état, puisque étymologiquement, surpris, c'est être pris au-delà de soi. Donc c'est ce moment où on n'est plus contenu, on est au monde et il n'y a plus de limite a priori. Et donc, c'est certainement la surprise qui nous saisit. Mais étymologiquement, justement, ici et maintenant, Valérie, vous parliez d'Aaron Appelfeld et que vous avez mis donc, dans cet ouvrage deux pistes d'intelligibilité possibles par le prisme du français et donc de l'hébreu. Qu'est-ce qu'il en ressort, alors, justement, en hébreu ? Ça n'a... Oui, alors c'est vrai que j'aime beaucoup, comme je pratique aussi l'hébreu, j'aime beaucoup réfléchir à partir de des deux langues que je parle. Et très souvent, je me dis, tiens, mais là, donc voilà, surpris en français, c'est presque décevant. Mais ensuite, parce que l'étymologie, elle surgit très vite. C'est le suffixe sur, voilà, qu'on ajoute après. Mais ça veut dire quand même beaucoup de choses. Parce que je me faisais la réflexion aussi en venant ici que voilà, être surpris, c'est être pris au-delà de soi-même. Mais exister, c'est sortir de soi. Et donc, c'est quand même une manière d'être au monde. Et voilà, de s'éprouver vivant. De s'éprouver, comme vous le disiez à propos des petites surprises. C'est pour ça que la surprise est existentielle. Elle nous saisit au-delà de nous-mêmes, mais on peut aussi aller au-delà de nous-mêmes. Et en hébreu, on n'est pas du tout avec l'être... on est dans le temps. Parce que le mot hébreu, c'est être... il n'existe pas en français, mais être surpris, c'est être soudainé, être frappé par le soudain. La racine de surprise, c'est soudain. Et donc, on se retrouve avec les deux langues que je parle, avec l'être et le temps. Bon, c'est pas moi qui écrit un livre qui évoque ces questions-là, mais c'est quand même extraordinaire qu'à travers la surprise, on puisse réunir, en tout cas à travers ces deux langues, ce que nous sommes dans le temps. Et j'ai aimé que ces deux étymologies se touchent. Après, si j'avais parlé d'autres langues, on aurait peut-être eu droit à d'autres interprétations. Surprenantes, oui, assurément. Certainement. Certainement. Je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux
questions? Pascal, est-ce que vous souhaitiez peut-être rebondir sur tout ce que nous avons évoqué? Alors, il y a une dame. Vous avez un... De surprise. Oui. Le mot hébreu de surprise Oui. auquel vous pensiez là. Moufta ou mouftaat. Moufta avec un F. En fait. Oui, une surprise, c'est afta'a. Afta'a. Ah, il faut faire attention en hébreu parce que dès qu'on se trompe de lettre, on dit autre chose. Afta'a, et être surpris, c'est moufta ou mouftaat. Donc c'est être frappé de soudain. Vous frappez par monsieur. Que dit la Torah sur la surprise, tout simplement? Merci. Alors, c'est une très vaste question et j'ai fait quelques études bibliques. Ce qui est très intéressant, parce que je cite le passage dans le livre, donc il n'y a pas quelque chose qui est dit dans la Torah ou la Bible de spécifique, mais dans un des plus grands moments de surprise qui est évoqué dans les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire le don même de la Torah, le moment où le peuple d'Israël s'est trouvé sur le mont Sinaï et a reçu les lois, l'étape de la loi. Le texte dit que et le peuple vit les voix et entendit les éclairs. C'est-à-dire que l'effet de surprise était si grand que les sens se sont trouvés renversés. Parce que normalement, on ne voit pas une voix, on l'entend. Et donc, et comme rien n'est écrit par hasard, et que le texte biblique, les textes ont été écrits quand même par des... peu importe qui les a écrits, mais il y a un renversement des sens. Donc, dans un des moments les plus dramatique, stupéfiant, le texte, pour nous donner la mesure de la surprise, inverse les sens. Et je trouve ça très, très fort. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, alors... encore Question. Merci. Moi, quand je vous écoute, je pense au sel de la vie de Françoise Héritier, tellement votre visage est gourmand, je veux pas dire. Mais Merci. Est-ce que la surprise aussi, les mauvaises surprises, nous bousculent? Est-ce qu'elles ne nous révèlent pas en même temps, parfois? Bien sûr, bien sûr. La mauvaise surprise, alors bon, il y a tout un éventail là aussi, mais ça peut donner le sentiment, un sentiment d'effondrement. Ça ne veut pas dire que tout s'effondre, mais il peut y avoir ce sentiment-là. Et ensuite, ça reste très, très, très personnel et intime à la fois. C'est la manière dont... je citerai, disons, là aussi, Aaron Appelfeld, que je traduis, que je continue de traduire parce qu'il reste plus d'une vingtaine de livres. Il disait souvent que c'est à travers qu'une blessure, donc une blessure est une blessure. Une blessure fait mal. Enfin, il n'y a pas à chercher des vertus à la blessure en elle-même. Mais que par la blessure qui peut palpiter encore, des années après, on peut aussi avoir une sensibilité au monde, ou à certaines choses, pas forcément au monde, mais une sensibilité nouvelle. Voilà. Alors, ça peut faire un peu de développement personnel quand on dit ça comme ça. C'est certainement pas ce que lui évoquait, mais d'une certaine manière, même si il faut être très délicat quand on parle de ce que peuvent être les mauvaises surprises pour les personnes concernées, évidemment, parce que parfois elles les détruisent à jamais. Mais il y a tout de même un espace, oui, comme vous l'avez dit vous-même, de révélation possible, de quelque chose, ne serait-ce que une mauvaise surprise collective, par exemple, qu'elle soit politique, ou peut nous indiquer aussi à quoi on tient
quand on perd quelque chose, on peut aussi comprendre à quoi on tient et qu'est-ce qui nous tient. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a quelque chose qui peut se renverser. Mais je ne cherche pas à donner à tout prix une signification aux mauvaises surprises. Ni même aux bonnes. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment un chemin personnel qui est fait de ces découvertes. Il n'y a pas de ligne droite. Il n'y a que des virages, et derrière le virage, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est ça qui est réjouissant. Alors voilà, j'espère que vous aurez tous et toutes compris que la surprise est tout sauf un événement annexe, mais qu'elle est en réalité un état fondamental de nos vies, qui dit beaucoup de notre époque, notre intimité et de nos émotions. Je vous invite à prolonger cette conversation au sortir de cet entretien avec Valérie Zenati, que nous remercions encore. Merci à vous. D'être revenue à Nice. Beaucoup. Merci infiniment Valérie, et à vous laisser cueillir, surprendre par cette surprise qui a été dégoupillée avec un talent vraiment remarquable. Merci, et je vous remercie Pascal, je vous remercie vous Laurence, parce que et vous tous ici, parce que être accueillis de cette manière, c'est un cadeau aussi. Je prends. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre attention.